Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Hello Gunners, qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Victoire d'Arsenal, à la rigueur, pourquoi pas. Mais on passe d'un sentiment pendant plus d'une heure de jeu en comparant notre résultat avec celui de City, où on se dit on va se faire remonter par Brighton. City est en train de gagner contre Nottingham Forest et au final, c'est 7 points d'avance pour Arsenal face à son rival le plus coriace, Manchester City. Et bien évidemment qu'on va débriefer de tout ça ce soir dans ce nouvel épisode de Coup de Canon, votre podcast 100% Gunners proposé toujours et encore par Arsenal French Club. Pour m'accompagner ce soir, un revenant, il a abandonné les couches pendant quelques dizaines de minutes pour vous faire part de son sentiment, de son ressenti. Vous l'aurez compris, le jeune papa, Guillaume. Salut Guillaume, comment vas-tu? Salut Raoul, ça va très bien et salut tout le monde. Alors, si je me trompe pas, c'était Iris? Non, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Comment va Iris? Déjà, c'est peut-être le Ça plus va, important. ça va bien, ça va bien. Est-ce qu'elle a kiffé le Ça match? grandit. Elle a pas vu, malheureusement. Alors, autre question, est-ce que tu l'as déjà acheté un body Arsenal? Pas encore. Aïe, 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 aïe. Je sais, je sais. Et pour son dépucelage de podcast, celui qu'on déteste le plus au sein de l'association Arsenal French Club, celui qui allait voir un match à l'Emirates, ça encore, ça passe puisque on est déjà plusieurs à avoir vécu cette expérience, mais celui qui a réussi et je vous avouerai qu'on sait toujours pas comment, puisque je crois qu'il emportera le secret dans sa tombe. Celui qui a réussi à avoir une photo avec Declan Rice en tongs après le match, tout tranquillou bilou. J'ai nommé Battistou Mosconi. Salut Battistou, sois le bienvenu dans Coup de Canon. Merci, salut Raoul, salut Guillaume, salut à tous. Et peut-être que pour fêter les 7 points d'avance, je révélerai le secret. Mais non, 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 c'est du pur hasard, du pur hasard. Ouais, mais Mais moi, le hasard, on veut le savoir parce que, bref, on va y revenir. De toute façon, je te En fin de lâcherai pas. podcast. En fin de Moi, je te podcast. Restez avec lâcherai nous. absolument pas. Parce qu'il y a des gens qui demandent comment aller voir un match à l'Emirates. Nous, on veut je savoir pense pas comment que ce faire une soit le photo sujet avec de la Declan Rice, soirée. en fait. Pardon? Je pense pas que ce soit le sujet de la soirée. Il y a mieux à fêter quand même. Alors, à fêter, oui, oui, à se réjouir déjà À se pour réjouir. commencer. Vous l'aurez compris, Arsenal se déplaçait ce soir à Brighton, au sud de l'Angleterre, dans l'Amex Stadium. Un match qu'on annonçait compliqué, ouvert, puisque Brighton n'est pas connu ni réputé pour être une équipe qui ferme le jeu, tout au contraire. Mais voilà, il fallait euh, calendrier et sprint final lancé, il fallait à tout prix récupérer les 3 points de la victoire pendant que notre adversaire au classement Manchester City recevait Nottingham Forest en difficulté au classement dans les bas-fonds du classement. Et ben c'est une victoire d'Arsenal. Alors franchement, voilà. Ici, on dit tout. Alors, Baptistou, tu nous écoutes, mais tu n'as jamais participé. Moi, j'ai pas de tabou, je dis tout. Je vous avouerai que, très honnêtement, avant l'égalisation de Nottingham Forest, j'ai même écrit à Netinia pour savoir s'il avait vu le match et pour savoir s'il pouvait animer ce podcast parce que, au vu de ce que j'ai vu, et surtout au vu de ce que j'ai ressenti et de mon énervement, je me sentais incapable d'animer cet épisode-là parce qu'en fait, je ne savais pas du tout comment l'amener sans être, encore une fois, traité de haters ou parce qu'il n'y a rien qui n'allait. Il n'y a vraiment rien qui allait. On marque sur la seule frappe où je crois qu'on cadre deux frappes avec celle d'Avertz en fin de match et il aura fallu une erreur du gardien parce que c'est clairement une erreur du gardien pour remporter. Mais finalement, on va se réjouir de tout ce qui s'est passé autour. Et comme je vous le disais en off, on va regarder tout tranquillement demain euh, Tottenham se faire défoncer et encore chuter au classement. Il fallait faire un choix de composition. Arteta en a fait un. C'est un peu celui que, je vais pas dire qu'on espérait, mais qu'on attendait. À noter juste le forfait de Saliba qui avait été annoncé quelques minutes
ou quelques heures avant le début de la rencontre. Et donc, au niveau de la feuille de match, ça donnait le 11 suivant avec David Raya dans les buts, Timber, Mosquera, Gabriel et Hincapié derrière, un milieu de terrain reconduit avec Rice, Zubimendi et Eze, Bukayo Saka à droite, Martinelli à gauche et Victor Gyökeres dans l'axe. Euh, je sais pas quoi dire, sachant que Ødegaard n'était toujours pas fit pour être sur le banc et que, allez, petite bonne nouvelle, le retour de Max Daumann sur le banc de touche. On va commencer par le plus jeune, Baptistou. Ce 11, il t'a, il t'a emballé, il t'a surpris, tu étais déçu, tu attendais autre chose, tu espérais peut-être autre chose? Alors, il m'a ni emballé ni surpris, parce que moi, j'espérais, comme je l'ai dit dans mes notes contre Chelsea, voir un petit peu plus Madueke, qui a encore fait 0 minute ce soir. Pour moi, c'est un joueur qui amène ce côté un peu folie qui nous manque dans certains matchs. Alors, bon, 3 matchs, 3 victoires, hein, on peut pas critiquer la feuille de match, mais je m'attendais à ce que Trossard sorte aussi, surtout après son match contre Chelsea, qui était vraiment, vraiment pauvre. Après, ouais, l'absence de Saliba m'a un petit peu fait peur, même si franchement, j'ai confiance en Mosquera parce que à chaque intérim qu'il a fait, il m'a jamais trop déçu, mis à part ce soir où je l'ai trouvé quand même un peu moins solide qu'à l'accoutumée, surtout balle au pied. Il a fait quelques petites erreurs, mais ouais, non, pas forcément surpris du 11. Par contre, pour développer un petit peu sur toujours le coaching, j'ai été très très content des changements. J'ai trouvé les changements faits assez rapidement et les bons changements surtout. Eh ben, on va y revenir un peu plus tard. Guillaume, de ton côté, Baptistou le soulignait, la défense remaniée, et puis la défense qui finalement va être la pierre angulaire de cette partie-là, parce que on les aura beaucoup trop vus, à mon goût en tout cas, au détriment de notre attaque où c'était très 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 compliqué. Mosquera qui remplace au pied levé Saliba. Après, Mosquera, c'est quand même une valeur sûre dans les matchs qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. Est-ce que l'absence de Saliba, on connaît la stat qui a été donnée, je crois que c'est quoi? C'est 40% de victoire quand Saliba n'est pas là, c'est ça? Ouais, Est-ce que tu 40 ou avais déjà 42. cette appréhension un petit peu ou est-ce que tu étais totalement confiant et serein avec l'intérim Mosquera? Bah, on a toujours plus d'assurance quand Saliba est là, hein, on le sait, les stats le disent. Et puis même sur le terrain, on sent que l'équipe est en confiance, le partenariat avec Gabriel est rodé. Mais globalement, les 9 joueurs sur 11 du match contre Chelsea ce week-end étaient reconduits. Donc effectivement, Saliba blessé et puis Trossard remplacé par Martinelli. Bon, pas de folie, pas de créativité, pas de Madueke. On en attendait plus, peut-être. En tout cas, on attendait autre chose parce que la victoire à Chelsea avait été déjà extrêmement poussive et un peu pas miraculeuse, mais enfin quand même, on a eu peur jusqu'au bout le week-end dernier et finalement, bon, on change pas grand-chose. On change le moins possible. On ne change pas une équipe qui gagne, Guillaume. N'oublie C'est jamais ça, ça. c'est ça. Euh, je vais vous proposer quelque chose pardon, que je n'ai jamais fait. Euh, parce qu'en fait, de débriefer de ce match-là, ça va être très compliqué puisqu'on n'a rien proposé. Très, très clairement. Je vais juste vous demander, Guillaume, et je vous demande d'être franc, encore une fois, si c'est dans le positif, allez-y. Si c'est un peu plus dans le négatif, allez-y également. Nos auditeurs seront là pour commenter et donner leur avis. Mais ton ressenti à la fin de ce match-là, si on exclut vraiment le résultat hyper favorable de Forest à City. Ouais, bah, moi, je trouve que c'est paradoxal parce que pendant les 3 dernières saisons, on a bien joué et il y a eu beaucoup de choses à dire et on s'émerveille toujours quand on est supporter d'Arsenal parce on supporte une équipe qui joue bien au ballon. Et puis cette saison, on a quand même un jeu qui est moins chatoyant que les 3 précédentes saisons et pourtant.
et pourtant on est en tête, et pourtant on sort là une 20e victoire cette saison, et pourtant on est premier. Donc voilà, je pense que Arteta, on lui a suffisamment dit que il avait fait 3 saisons deuxième et que la prochaine, il fallait être premier, sinon au revoir. Et du coup, il a sacrifié sur l'autel du pragmatisme le beau jeu, ou en tout cas la, ouais, l'esthétique au profit de la volonté de gagner. Et je pense que on l'a vu aussi dans ce match parce que défensivement, enfin, je suis d'accord qu'on n'a pas proposé grand-chose, mais défensivement, il y a eu de l'abnégation, il y a eu du combat et il y a eu des efforts défensifs jusqu'à la fin qui ont permis quand même de sortir avec les 3 points. Donc c'est paradoxal pour moi cette soirée, mais c'est vrai qu'on a du mal à se réjouir alors que pourtant 7 points d'avance, voilà, une victoire, que dire de plus? Ah, je vous ai demandé de me donner votre point de vue si on isole effectivement encore une fois, le fait qu'on prenne 2 points sur City ce soir. Tu parles de pragmatisme, Baptistou, je vais venir vers toi. Les commentateurs qui d'ailleurs n'étaient pas au stade, hein, vous l'aurez tous compris, ils étaient en cabine à Canal, hein. Parce que quand en première mi-temps, c'est Zubimendi qui est au sol, qui se tient la cheville et qui dit Rice est blessé, et continue à dire Rice est blessé, alors que Rice, il arrive en gros plan à la pause fraîcheur avec le coach. Je veux dire, si tu es au stade, tu vois très clairement que c'est pas Rice. Enfin bref, fermons la parenthèse. Euh, Guillaume parlait de pragmatisme, Baptistou. Les commentateurs parlaient de contrôle, de gestion, de quadrillage parfait, qu'Arsenal ne laissait rien à Brighton. Est-ce que très honnêtement, tu partageais ce sentiment-là ou au contraire, tu estimes que c'est un petit peu surjoué et que comme moi, par exemple, moi j'étais en mode flippette dans le dernier quart d'heure, quoi. Ah bah ça, la flippette, moi de toute façon c'est tous les matchs. Mais pour répondre à ta question sur la première mi-temps, ouais, je nous trouve comme tu dis, je trouve qu'on propose rien. On marque. D'ailleurs, je suis très expressif sur les buts et je célèbre pas celui de Saka parce que je sais pas si vous voyez. Moi, je pensais, en plus, je l'ai mis dans le Discord. Je pense clairement qu'il va être refusé parce que en fait, il me capait sur l'interception, il intercepte de la main, quoi. Enfin, moi, pour moi, dans ma tête, c'était sûr. L'arbitre allait revenir sur le but et on allait pas marquer. Le but allait pas être validé. Je trouve que la première mi-temps, elle est vraiment, comme tu dis, on montre rien et tout. Par contre, sur ce qu'ont expliqué les commentateurs, je trouve que à partir de la 60e, ça s'est vraiment vérifié. On a été excellent tactiquement. Derrière, c'était parfait. J'ai trouvé qu'on a été moins, au niveau de la flippette, moins inquiété que contre les Vols. Bon, les Vols, on prend le but, mais moins inquiété que contre Chelsea. Plus, enfin, Brighton n'a pas eu vraiment d'énormes situations, quoi. Si on regarde bien, Raya sort pas de parade après peut-être la frappe de loin de Grosse, je crois, ou de Baleba, je sais plus. Ah, Mais- là où il plonge côté droit, il se blesse l'épaule gauche. Ouais, voilà, mais je pense que ça, c'est une blessure Ah oui, non mais oui. soit longue, soit de perte de temps. Mais ouais, non, je trouve que sur cet aspect de quadrillage et cet aspect tactique, les commentateurs, ils ont eu vraiment raison à partir de la 60e, où on a vraiment bien géré le match, j'ai trouvé. Par contre, de la 0 à la 60e, c'est vrai qu'on doit faire plus, quoi. On doit aller chercher ce but du break, et j'ai aucune occasion d'Arsenal qui me vient en tête, là. Aujourd'hui, j'ai regardé par rapport au tir, comme tu as dit, on a tiré 7 fois. Mais enfin, il y a marqué 7 frappes, mais franchement, je n'en ai pas le souvenir d'une qui est peut-être Ah, l'action de Saka où il fait la feinte et il frappe au-dessus, là, mais c'est tout, quoi. celle Enfin, d'Averse, ouais, ou le encore à dégagement en touche de Trossard. Euh, Guillaume, est-ce que tu partages l'avis de Baptistou? Parce que moi, à l'inverse, je trouve que si on reprend les arguments des commentateurs, je trouve que on peut les défendre jusqu'à la 55e, 60e, voire même peut-être 70e, mais je trouve très honnêtement, et c'est pas pour être dans le fatalisme ou dans la déprime totale, mais je trouve que dans les 20 dernières minutes, en fait, cette notion de contrôle, on l'a pas forcément, et que finalement, c'est parce que il y a toujours un pied, un dos ou une maladresse peut-être dans un centre ou dans une passe de l'adversaire qu'on ne concède pas d'occasion plus dangereuse que ça, finalement. Mais je nous ai trouvé très très bas sur les 20 dernières minutes,
quasiment avec une ligne de 7 à défendre. Et bah, moi, ça me donnait pas l'impression d'une équipe qui domine totalement. Tu vois, contrairement au début de saison où quand tu pressais très haut, ben, justement, tu avais un point de récupération qui était haut, donc finalement, tu n'étais pas devant ton but. Donc, du coup, ça crée aussi un climat de confiance ou de soulagement. Alors que là, comme dit, dans des ballons dans les 16, il y en a eu quelques-uns. Ouais, je vais couper un peu la poire en deux. Je trouve que les commentateurs ont été très flatteurs sur le jeu d'Arsenal dans ce match et sur une domination qui est pas si évidente que ça. J'ai trouvé que les efforts défensifs et les replis étaient toujours bien faits. Et là où je rejoins Baptistou, c'est qu'on n'a pas, effectivement, ils ont pas eu d'occasion dangereuse. Enfin, je sais pas combien de XG ils terminent, mais on s'est pas senti dominé et on a, à part peut-être les 2, 3 dernières minutes, voilà, c'était la fin, on suivait en même temps le dénouement à Manchester, donc on était un peu plus fébrile, mais globalement, voilà, on n'a pas eu peur. Il faut dire aussi que, bon, Brighton offensivement, c'est une équipe qui est bien organisée, mais pour créer des décalages et pour faire frissonner pour en tout cas, ouais, marquer des buts, c'est plus compliqué. Donc, je pense que c'est cet ensemble de facteurs qui explique que, bon, bah, d'un côté, on n'a pas eu trop peur, mais d'un autre côté, enfin, il n'y avait pas grand-chose à craindre. Voilà. Donc c'est à la fois une bonne défense et une attaque assez fébrile de la part de Brighton. On va quand même parler un petit peu de ses buts très rapidement. Qui d'autre que Saka, qui était le sujet d'un article rédigé par Loulou ce jour même, et disponible sur le site internet pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Article très complet, très bien documenté. Je vous avouerai que moi, je l'ai lu avant le match et que en lisant certaines choses, j'ai fait des bons. Je pensais que j'étais pas loin de l'AVC, mais après, encore une fois, les stats parlent probablement d'elles-mêmes, encore une fois. Mais c'est vrai que, encore une fois, c'était l'un des sujets qu'on avait dans le dernier débrief, c'est entre ce que les stats remontent ou révèlent et la sensation que tu peux en avoir. Il y a souvent une grosse différence. Si on est totalement franc, ce but, il vient de nulle part. Il y a un buteur, Saka, parce que c'est lui qui finalement centre. C'est un centre, hein, c'est pas une frappe, hein, c'est un centre. Un centre qui est. Alors, Baptistou hoche de la tête n'a pas l'air d'accord avec moi. Moi, j'ai l'impression que c'est un centre. Pardon, vous me donnerez votre avis. Mais qui est contré par un défenseur. Le gardien avait anticipé un petit peu, donc il revient et je sais pas, il oublie de serrer les jambes ou que sais-je, et ça fait 1-0. Juste avant de vous laisser la parole, juste donner deux chiffres. Les XG, moi, truc que je m'en fous un petit peu, mais le XG à la mi-temps, Brighton 0,43, Arsenal 0,01. Je l'ai mis dans le Discord. Je disais, si je comprends bien, le XG de 0,01, ça veut quand même dire que ce but est un miracle. Ah, à un moment donné, voilà. Et XG total fin de match, 0,98 pour Brighton, 0,46 pour Arsenal. Je pense qu'on doit être sur un des XG les plus faibles depuis 5 ans pour Arsenal. Enfin bref. Ce but, messieurs, on en dit quoi? À part merci. Effectivement, il est assez miraculeux. Alors pour moi, je pense que c'est une frappe, mais elle est contrée Ok. par le défenseur. Et puis c'est ça qui perturbe le gardien. Alors il peut peut-être faire mieux, mais ça explique aussi que qu'il soit perturbé sur ce ballon. Mais effectivement, il est très chanceux. Bon, on a suffisamment été malchanceux précédemment pour cette fois se satisfaire d'avoir un peu de chance. Et effectivement, après, une fois qu'on a mené au score, on a été aussi moins porté à l'attaque et on a moins cherché à marquer puisqu'on avait le contrôle selon les commentateurs.
Mais, en tout cas, ouais, c'est ça pour moi qui explique aussi le fait qu'on ait un XG assez faible. Mais c'est vrai qu'avoir des XG inférieurs à Brighton sur ce match-là, c'est inquiétant. Mais pas tant que ça. On a 7 points d'avance, Guillaume. N'oublie pas. On a 7 points d'avance. Baptistou, ce but, Ouais, moi, offert par le dieu du football. ouais, moi je pense comme Guillaume, je pense qu'il frappe. Après, le gardien, c'est difficile de lui en vouloir parce qu'elle est quand même bien contrée. Je trouve qu'elle change bien la trajectoire. Donc, si c'est Raya qui encaisse un but comme ça, je lui tombe pas dessus directement, quoi. Ok. Mais ouais, ben, on peut un peu, j'espère qu'on peut appeler ça la chance du champion, quoi. Avec tous les buts pourris qu'on a pris en début de saison, on perd à Anfield sur un coup franc de Zoboslai. Bon, j'allais dire il met qu'une fois, mais on voit que c'est un habitué. On perd à Villa, cafouillage, Buendia qui a dû mettre pas plus de 3 buts dans la saison, et il te le met à la dernière minute, tu perds un point. Donc voilà, on va pas. On va faire le dos rond et puis on va le prendre ce but, hein. On va le prendre, il nous fait faire une grosse opération comptable, mais c'est vrai que il nous rassure pas au niveau du contenu, quoi. Parce que 0,43, comme tu as dit, je pense que qu'on est en dessous de 1 déjà, je pense que c'est pas arrivé très souvent dans la saison. Euh, je cherche, hein. C'est pas des blancs, je suis pas parti boire ou que sais-je, mais je cherche. Et offensivement parlant, il y a rien d'autre à dire. Aucun. C'est ça qui est le plus Une fois. alarmant, ouais. C'est qu'il n'y a pas eu de créativité, il n'y a pas eu de mouvement. Euh, j'ai trouvé Gyökeres complètement hors de forme, hors de tout danger. Il a rien apporté. Je pense que le fait qu'il soit sorti à la 59e, je crois, montre qu'il n'a pas convaincu non plus Arteta dans ce match. Mais il n'est pas tout seul. Saka a pas été irréprochable malgré son but. Euh, et puis euh, et puis Martinelli. Il enchaîne les contre-performances, c'est un peu inquiétant aussi. Eze non plus est pas sauvé là-dessus, hein, je trouve, dans ce match. On l'a peu vu. Donc, il y a aucune satisfaction offensive, je trouve, dans ce match. Peut-être l'entrée d'Havertz, qui Clairement, oui. effectivement, on disait tout à l'heure, Baptistou disait justement qu'à l'heure de jeu, on avait retrouvé un peu de contrôle, et je pense qu'il n'y est pas totalement pour rien. Mais à part ça, offensivement, c'était quand même inquiétant. Et puis le seul changement qu'il a fait offensivement, c'est Trossard. Donc ça interpelle aussi un peu parce qu'il y a Madueke sur le banc, il y a Doman, certes, qui revient de blessure, mais bon, pourquoi pas lui donner quelques minutes aussi. Donc je pense qu'il a Euh, été focalisé sur l'envie de garder le contrôle, d'avoir des joueurs d'expérience qui savent garder le ballon en fin de match. Mais bon, c'est je sais pas. c'est un peu gagne petit, quoi. Moi, je peux l'entendre, hein, de dire que il a privilégié le contrôle défensif, en tout cas la structure défensive, ne pas encaisser parce que tu mènes 1-0, etc. Je peux l'entendre. Je me dis juste que offensivement, quand on a été aussi pauvre que ce soir, de faire rentrer Madueke, sachant que tu as Brighton qui pousse pour égaliser avec la pointe de vitesse qu'il a, euh, Mais ouais. finalement le seul élément provocateur, perturbateur peut-être, et de se dire que on voit tous les mêmes matchs. Le constat de la semaine dernière était un petit peu le même, hein. On avait dit Trossard, Eze, Saka, c'était pas bon. Euh, et Madueke, dans tout ça, c'est le troisième match consécutif, si j'ai bien lu dans le Discord, j'ai pas vérifié, où il ne rentre absolument pas. C'est-à-dire, il a aucune minute de jeu. C'est Il quand rentre même. contre Tottenham un peu, je crois. Pardon? Il rentre contre Tottenham, je crois, mais sinon Chelsea, Brighton, là, ça fait 0 minutes, là. C'est quand Ouais. même très. Ben, moi, je trouve que c'est quand même très. Je sais pas si c'est pas inquiétant, mais c'est révélateur de quelque chose, quoi. Je veux dire, à un moment donné, encore une fois, on dit toujours, ou on disait toujours, Saka et Ødegaard ne sortent pas parce que sur
À un moment, ils sont capables d'une fulgurance, mais j'ai l'impression que depuis quand même quelques mois, offensivement parlant, le joueur qui est capable ou qui potentiellement peut être capable d'une fulgurance, c'est Madueke. clairement. Donc moi, Ouais, ouais, c'est le plus menaçant. j'arrive pas à expliquer ça. Et tu parlais de Gyökeres, c'est un sujet que je voulais aborder un peu plus tard, mais du coup, abordons-le maintenant. Toi, Baptistou, tu le places comment le match de Gyökeres? Tu l'analyses comment? Alors moi, Gyökeres, c'est un joueur que je m'efforce à défendre parce que je trouve qu'il n'est pas avare d'efforts. Il a une qualité de finisseur, on le voit sur son deuxième but, sur le premier but contre Tottenham, même le deuxième, hein, il a quelque chose. Mais là, on a vraiment revu le Gyökeres du début de saison, quoi. Celui où c'est méchant, mais où j'ai envie de dire, tu es à 10 quoi. T'es à 10 il t'apporte rien. Il a raté ses déviations, il a dos au jeu dès qu'il avait un duel avec Vaneke ou Boskagli, il s'est fait manger ce soir. Donc ouais, là c'était vraiment le Gyökeres des mauvais soirs. Mais par rapport à ce joueur, je reste persuadé qu'il peut nous amener quelque chose. Il est quand même seul en tête meilleur buteur de Première Ligue pour Arsenal. Donc je pense que ça explique quand même quelque chose. Et c'est vrai que ouais, il est quand même un peu le reflet de cette attaque qui inquiète, quoi, et qui est trop à courant alternatif, quoi. Un coup c'est très bien comme à Tottenham, un coup c'est comme contre Chelsea où je l'ai pas trouvé très mauvais, et un coup comme ce soir où il est inexistant, quoi. Tu peux même pas lui dire qu'il fait limite un mauvais match parce qu'il fait un match inexistant. À la mi-temps, je me suis amusé à écouter un space, comme il y en a beaucoup à la mi-temps sur le match. Et ça a vite tourné en débat Gyökeres. Et je trouvais ça super intéressant parce qu'il y avait vraiment deux écoles. Il y avait ceux qui disaient Gyökeres, en gros, c'est une tanche, il sert à rien sur le terrain, dégageons-le et vendons-le. Ok. Ça s'arrêtait là, il n'y avait pas d'argument. Et je trouvais qu'il y avait une partie des auditeurs et des intervenants qui avaient cette réflexion qui était quand même pour moi très très juste. Euh, Gyökeres, il livre une première mi-temps qui est pas bonne, très clairement. Mais on s'appuie sur quoi? Ou lui, il peut s'appuyer sur quoi? À part des ballons en cloche, des longs ballons devant. Alors bien évidemment que quand il a le ballon, parce qu'il a eu deux, trois ballons qu'il a très très mal joué, ou il n'a pas su le conserver, mais tu te dis quoi? Tu mets une ballon en cloche ou tu lui mets un pétard mouillé. Si déjà il a la chance de la récupérer et qu'il veut jouer en appui remise, parce qu'encore une fois, hein, on parle de Gyökeres, on parle pas de Thierry Henry, on parle même pas de Kai Havertz, on parle de Gyökeres avec les parpaings au pied. Donc, c'est-à-dire que même s'il fait un bon contrôle et qu'il arrive à se retourner, en fait, le mec, franchement, à part d'avoir un champignon magique comme dans Mario Kart, je vois pas ce qu'il peut faire. Parce qu'il a un défenseur puis un défenseur, et vu qu'on a mis une balle super loin et que le premier coéquipier, il est 40 mètres derrière, tu veux faire quoi? Ah ouais, mais pour moi, il doit quand même être au duel et il doit prendre le ballon de la tête. Il doit être à la tombée. Le problème, moi, je fais partie d'aucune tout à fait des deux écoles que tu as citées sur Gyökeres. Je sais pas si on peut dire des écoles, mais des deux camps. Euh, mais je trouve que là, c'est un joueur qui a des qualités de finisseur qu'on n'avait pas, qui nous manquaient. Mais en revanche, dans sa participation au jeu et dans les efforts, je trouve qu'il y est assez souvent, mais parfois sur les dégagements, il doit au moins sauter, il doit au moins essayer d'attraper le ballon, de le faire avancer. Il peut pas se contenter de le regarder passer au-dessus de lui. Et honnêtement, enfin, moi j'attendais qu'Avertz rentre parce que il y avait, enfin, je trouvais que là, dans ce match-là, effectivement, il n'a pas été mis dans les meilleures conditions. Mais d'un autre côté, il doit faire des appels et puis il doit se battre, même si c'est je sais plus ce que tu as dit, des pétards mouillés. Oui, je euh, comprends. Il doit être meilleur au duel, je suis entièrement il d'accord. doit y être, il doit Mais être à la tombée. si on a, ben, je veux dire, si le plan de jeu c'était ça, fallait pas le mettre titulaire, hein, vraiment. Hein. Fallait mettre Havertz, lui laisser le temps de jouer ce qu'il est capable de jouer et après d'espérer rentrer à quelqu'un d'autre. Parce que hormis Havertz, il n'y a personne aujourd'hui dans l'effectif d'Arsenal
Hmm. qui est capable de conserver le ballon comme on aurait dû le faire. Donc, effectivement, ce serait compliqué pour Gyökeres. Euh, Comme disait Batistou, des fois, on cherche des circonstances atténuantes. Moi, je tiens juste à dire que ce qu'on lui a proposé offensivement, faut quand même se lever tôt pour être au niveau. Ouais, Euh, ça. Je trouve qu'on le sert mal. À beaucoup de moments, on le sert Quand mal. on appelle ça servir, parce qu'une balle en cloche, on ne sait pas où elle va, je suis pas Non, mais sûr que même dans la surface, je trouve qu'il y a plusieurs matchs où Saka, il a du mal à le trouver. Et puis en plus, ça casse plein des fois, comme sur la première action, là. ouais, horrible, horrible. C'est Mm. lui qui rate son centre, alors que Gyökeres fait le super appel contre appel. Et Donc, là, il engueule Martinelli qui est à 4 mètres du ballon. Ouais. ouais, voilà. Mais je Je trouve suis, qu'on le sert mal. je suis d'accord avec vous. Un exercice qui est parfois assez simple, tant il y a des individualités qui nous sautent aux yeux, d'une façon plutôt positive ou plutôt négative. Le jeu des flops et des flops, des flops et des tops, pardon. Il n'y a pas Euh, que des flops ce soir. Il va falloir, Baptistou, je profite que ce soit ton premier épisode pour rappeler la règle à nos auditeurs et bien évidemment les inviter aussi en commentaire à nous mettre quels seraient leurs flops et leurs tops. Au maximum 3 joueurs en flop et au maximum 3 joueurs en top. Et ce que Nitinia a initié, que je trouve ça super intéressant, c'est que je vais vous demander de me donner vos flops, puis d'enchaîner avec vos tops sans argumenter. Juste des noms pour le moment, et on verra ce qui ressort de façon commune, et on essaiera de développer un petit peu une fois que les flops et les tops auront été dévoilés. Baptistou, je te propose, pour ton premier épisode, de commencer par tes 3 flops, puis tes 3 tops. Ben, on vient d'en parler pour le premier. Moi c'est Gyökeres. Après, il n'y a pas forcément d'ordre Non, ouais, de bien sûr. Il n'y a plus pas ou de moins. pondération, ouais. Mm. Voilà, donc Gyökeres sans justification, du coup. Ouais, sans justificatif. Alors, je mettrais Gyökeres. Euh, je mettrais aussi Martinelli par rapport à la chance qu'il a, oui, mais voilà. Et un dernier nom, si vraiment il y en a trois, mais C'est 3 maximum, hein. Tu peux en mettre un, deux, zéro. s'il y en avait un à mettre, c'était Gyökeres. Et s'il faut faire un top 3, j'ajouterais Mosquera parce que d'habitude, il me rassure un petit peu plus que ça quand Saliba est pas là. Et ce soir, je l'ai trouvé un petit peu plus fébrile. Mais il fait pas non plus un match très mauvais. Tu commençais déjà à argumenter. Ah, c'est pas Ouais, évident, hein. Ah, mais c'est pas c'est évident. dur, non, c'est dur, Mais hein. j'aime bien l'exercice là, en fait. C'est dur, hein. Et tes 3 tops, ou maximum 3. Un, Alors, deux ou trois. j'en ai un minimum deux, Rice et Hincapié, au minimum. Et pour en rajouter un troisième, Raya qui a été. Ouais, encore, il fait non, non, non. J'en laisserai deux, parce que Raya Ok. commet un but à la deuxième minute, donc j'en laisserai deux. Guillaume, tes 3 flops. Moi, j'avais deux flops et Baptistou les a cités. C'est effectivement l'ami Gyökeres et l'ami Martinelli Ok. que j'ai trouvé en dessous. Et si j'avais et du côté des tops, j'ai à peu près la même vision. J'avais Hincapié Havertz et je suis d'accord sur le fait que Rice sort encore un bon match. Le mec est incertain, on sait même pas s'il va démarrer. Il te sort 90 minutes monstrueuses. Il est partout, devant, derrière. C'est... Ouais. Et il est rincé à la 45e déjà. Ouais, non, mais c'est de loin le mec qui va Tu notre le vois équipe. dans les courses, hein, c'est flagrant, hein, mais effectivement. Du coup, Gyökeres pour les flops, il est commun à vous deux, messieurs, et on vient d'en parler. Martinelli ressort également. Alors, encore une fois, je pense qu'en fait, si je devais faire un pari ce soir, c'est que jusqu'à la fin de la saison en championnat, il y aura toujours un mec du côté gauche dans les flops. Je sais pas, hein, S'il essaye Madueke, peut-être que non. Mais j'ai pas l'impression ouais, mais que. entre Trossard et Martinelli, en fait, c'est toujours la même histoire. Personne n'arrivera à tirer son épingle du jeu quand il est titulaire et finalement, parce que le titulaire a été tellement mauvais que le remplaçant va faire juste 3 bons contrôles et une bonne passe qu'il va, euh, qu'il va être titulaire le match d'après. Sauf que là, finalement, ce que Trossard a montré en rentrant, c'était pas fou. Moi, je J'aimerais trouve qu'on que quand s'attarde. même que Trossard a fait des bons matchs en début de saison, mais là, c'est plus, Ah oui, on le voit plus. l'époque Donc, du trop star.
Voilà, Ah oui. tu l'as connu. C'est même toi Ah. qui l'as baptisé, je crois. Mais oui, mais je l'appelle tous les jours pour qu'il revienne, mais Et il a dû changer de numéro. pour revenir sur les joueurs offensifs d'Arsenal, Nwaneri envoie son penalty largement au-dessus et Toulouse passe contre l'OM. Donc encore une soirée compliquée pour les offensifs d'Arsenal, mais sont prêts aussi. Un jour, faudra peut-être l'analyser parce que moi, c'est un truc que j'ai pas trop compris. Ça sort totalement du match, je sais, mais Non, 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 mais ça reste dans la famille Gunners, hein. ouais, ouais, Ça reste mais dans la famille Gunners, puisque d'ailleurs, la victoire de Marseille, si on doit parler des Gunners à l'étranger, on va dire ça comme ça, ou des ex-Gunners à l'étranger, le troisième but de Marseille contre Lyon, à la toute dernière minute, c'est une passe de Nwaneri pour Aubameyang. Voilà, c'était la petite parenthèse ouais, des du flashbacks. Corse qui parle de Marseille. Voilà, c'est. Non, Euh, c'était pour faire le lien avec Noneri et ouais, je trouve aurait peut-être pu apporter quelque chose dans la création. vous l'avez dit, Rice encore énorme. Encore une fois, ses prestations parlent d'eux-mêmes, alors qu'on attendra bien évidemment les notes. Je ne sais même pas qui s'y colle ce soir, mais pour voir si le ressenti a été le même. Vous m'aviez mis tous les deux Incapié dans les tops. Euh, Guillaume, est-ce que tu penses qu'Incapié est en train de d'asseoir une place de titulaire, non pas par défaut, mais de titulaire à gauche? J'ai l'impression qu'il en prend le chemin, ouais, et j'aimais beaucoup ce qu'a fait Calafiori avant sa blessure en début de saison. Et je suis obligé de reconnaître là que Nkapie est irréprochable et que voilà, il y a beaucoup de choses qu'il fait qui sont. Il apporte vraiment à l'équipe défensivement et offensivement aussi. On l'a vu, il a marqué. Là en plus, il a été repositionné en cours de match central droit alors qu'il est gaucher. Donc et il a tenu le coup. Donc il montre qu'il a les capacités pour jouer aussi en défense centrale. Donc c'est intéressant et je pense que Calafiori va avoir du mal à récupérer son poste, même si il apporte aussi des choses intéressantes offensivement. Pour l'instant, je pense que qu'effectivement, Hincapié a l'avantage dans l'esprit d'Arteta, mais je ne sais pas si ce sera définitif. Gros retournement de situation quand même sur le poste Mm. d'arrière gauche, puisque très honnêtement, on était quand même nombreux à être convaincus à la pré-saison que Lewis Kelly continuerait sur sa lancée et serait le titulaire côté gauche avec Calafiori en backup et Hincapié nouveau venu dans l'effectif d'Arsenal qui serait là pour prendre quelques minutes de jeu par-ci par-là pour se faire à la première ligue et intégrer au fur et à mesure cet effectif de qualité. Et force est de constater qu'aujourd'hui, la hiérarchie s'est complètement inversée, aussi au jeu des blessures. Blessure de Calafiori qu'il a stoppé quand même dans un état de forme qui était assez incroyable, puisqu'on pour ceux qui ont vu le match d'aujourd'hui, si on vous dit que on avait un binôme Calafiori-Trossard qui faisait très très mal sur le côté gauche, je pense que plus d'un nous dirait qu'on a fumé quelque chose ou qu'on a abusé peut-être de boissons alcoolisées. Pour faire pour continuer sur Calafiori, Batistou, qu'est-ce qu'il manque à Calafiori pour retrouver son niveau de jeu? Parce que on l'a vu rentrer en jeu aujourd'hui. Et ce qu'on a vu, c'est pas le Calafiori qu'on a quitté avant sa blessure, quoi. Dans ses interventions, dans son placement, dans ses prises de balles. Je veux dire, il avait une sorte de mojo avant de se blesser qui était quand même relativement incroyable. Et là, on a l'impression que c'est un joueur j'allais dire de série B, parce qu'il est italien. Mais ce qui doit faire d'ailleurs très très mal à notre ami Richard. Mais qu'est-ce qui manque à Calafiori d'après toi? Ben, comme tu l'as dit, parce qu'il s'était blessé. Moi, je pense qu'il lui manque, malheureusement, après, on connaît tous son historique, sa grosse blessure à la Roma. Moi, je pense que c'est un joueur, malheureusement, qui fera jamais, surtout avec les calendriers qu'il y a aujourd'hui, il fera jamais 50 matchs où il se blessera pas, quoi. Et forcément, quand tu es blessé, ben, les autres se montrent. Et Hincapié s'est montré, et force est de constater que Hincapié, ben, c'est solide. C'est moins flinguant offensivement,
Je trouve que c'est quand même un peu dur, Hincapié avec le ballon. Mais voilà, c'est pas Calafiori, mais il a montré que défensivement c'était très solide et que c'était plus qu'un plan B, quoi, Hincapié. Moi, je trouve vraiment qu'il a pris une grosse dimension. Sa fin de match, axe droit, je la trouve vraiment très bonne. Et il y a un paramètre qu'il faut quand même souligner, et je pense qu'Arteta s'appuie un peu dessus, c'est que faut pas oublier qu'Hincapié, il a eu déjà une course au titre contre un Bayern qui, certes, n'était pas un grand Bayern, mais avec Leverkusen, il est allé gagner un titre. Et peut-être que ça, dans les derniers matchs, ça peut compter dans l'esprit d'Arteta, où il se dit qu'il va essayer d'avoir un maximum de joueurs qui connaissent ce genre de match à pression. Et lui, équatorien, mentalité sud-américaine, j'ai vu un article sur lui qui était sorti comme quoi il avait donné 1 million d'euros de rançon pour son cousin, je sais pas quoi, que la course au titre, c'était le dernier de ses problèmes, etc. Donc voilà, peut-être que Arteta veut s'appuyer un peu plus sur cette mentalité soldat. Mais ouais, pour revenir sur Calafiori, c'est un super joueur, mais voilà, pour moi, c'est son physique qui va lui coûter cher. Je trouve pas sa rentrée très mauvaise ni très bonne non plus. Mais voilà, il va se remettre en jambe. Je pense que samedi, il sera titulaire à Mansfield, que ce soit dans l'axe ou à gauche. Il va retrouver un petit peu de temps de jeu et il serait important dans cette longue fin de saison avec encore 4 tableaux. On va avoir besoin de tout le monde pour aller chercher le maximum de trophées. Ouais. Il reste maintenant 8 matchs de PL. On vient de s'offrir un joker ce soir. Euh, ça sent bon. 8 matchs, Chelsea, dont 5 à l'Emirates, hein. 5 à l'Emirates, 3 à l'extérieur, ouais. Un contre City. Et le fameux match contre City. Mais tu viens de t'acheter un joker, c'est ça qui est assez énorme avec la performance de ce Un soir. joker à 2 points. Non, un joker tout court, on a 7 points d'avance avec un match d'avance. Ouais, s'il gagne, ça Ouais, fait 4. Tu peux perdre là-bas, t'as Si toujours un tu, point si d'avance. tu, si tu, on a ah, gagné deux ouais, points. C'est ça que je veux dire. On a gagné 2 points ce on soir a par gagné rapport deux à points, oui, City. oui, bien sûr. Mais là, je veux dire, avec 7 points d'avance, tu peux, dans Perdre à le, City, tu peux gagner. après, on n'est pas là pour perdre, mais tu peux perdre contre City et tu peux perdre encore un autre match. Mais On non. a un match d'avance. Mais on a le match d'avance, voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, ça sent plutôt bon. Par contre, Baptistou, j'aimerais t'entendre sur un sujet. Et Guillaume, si tu veux intervenir par la suite, tu pourras bien évidemment. Loulou il a fait une remarque à la 3e minute de jeu sur le Discord qui m'a interpellé. Il disait on joue avec la peur à la 3e minute de jeu. C'est un peu tôt. Ouais, en fait très clairement, je veux bien que parce que tu t'es fait remonter au score plusieurs fois cette saison, parce que tu vois le titre te tendre la main et que plus tu vas te rapprocher, plus tu vas avoir cette crainte. C'est un peu comme le tennisman qui a, au moment de servir pour le match, il a cette sorte de fébrilité, pardon, à la 3e minute de jeu. Je trouve que, sachant que tu n'as encore rien montré, d'avoir peur, c'est un petit peu compliqué. Mais sur ce match-là, moi, il y a deux aspects qui m'ont frappé, Batistou. C'est l'aspect mental. Alors, on va dire, ouais, on a été très fort défensivement, etc. Mais je trouve que le fait de ne rien produire offensivement ou de ne pas oser, ça fait partie du mental. Et l'aspect physique. Je vous ai trouvés tous très fatigués très tôt. Notamment quand tu vois, je prends l'exemple de Saka, qui tente un grand pont à la 80e. Et le grand pont, le ballon il est parti, mais je crois qu'il n'est même pas allé, tellement il n'avait pas de jus. Et il y a un autre, il y a un autre événement, je crois que c'est à la 51e. Rice revient ou tente de revenir. Et en fait, il est à fond, mais tu as l'impression Ah, qu'il est il en est train de tard. tirer toute l'équipe derrière lui, quoi. Donc j'ai l'impression que physiquement, on souffre énormément, mentalement, visiblement, un petit peu aussi. Comment tu peux régénérer tout ça? L'aspect mental, généralement, on dit souvent que la victoire donne de la confiance, hein, donc c'est là où moi je trouve pas l'explication. Mais physiquement, sachant que, bien évidemment, qu'on joue Mansfield samedi, mais il y a de la Ligue des Champions qui arrive très rapidement et le championnat qui continue et la finale de Carabao Cup et tous les matchs enchaînés. Comment on peut récupérer physiquement avec un tel calendrier? Physiquement, ça va être compliqué et surtout, moi, le joueur qui en souffre le plus pour moi, c'est Zubimendi. Zubimendi, moi, je trouve que ça fait, allez,
un bon mois qu'il est vraiment plus le Zubimendi du début de saison où on était vraiment tous. On a oublié Thomas Partey, quoi. Et c'était quand même quelqu'un de très 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 costaud. Faut se souvenir des gros gros matchs qu'il nous a sortis. Mais ouais, Zubimendi a fait un super début de saison et je trouve il est le symbole. Après, on voit un petit peu plus Christian Norgard. Ça y est, il a commencé à le faire rentrer pour les fins de match. Ça va peut-être aider. Puis physiquement, bah, faut faire tourner un maximum, quoi. Mansfield, je veux du Doman, je veux du Marly Salmon s'il faut, Mosquera, Lewis Kelly, Madueke, hein, vu que Madueke a plus le droit de jouer en première ligue depuis 3 matchs. Faudra Madueke samedi. Et puis voilà, la Ligue des Champions, bah, ce qui nous ferait être bien physiquement, ça serait de faire un gros écart dès le match aller à Leverkusen. Et puis tu t'autoriserais le match retour, quoi, de faire un petit peu plus tourner. Pour le côté mental, j'ai pas forcément vu une équipe qui se faisait caca culotte ce soir. Je les ai plus vus contre Chelsea sur la fin de match, où ils sont 10 et ils te font mal. Garnacho te fait mal, pardon, hein, mais Garnacho te fait mal. Ça prouve quand même. Là, j'ai trouvé que le mental était pas bon. Ce soir, je nous trouve quand même un peu plus conquérants, un peu plus, euh, un peu plus solide, quoi, un peu plus serein mentalement, j'ai trouvé. Guillaume, tu veux peut-être rebondir dessus? Ouais, il y a pas mal de choses dans ce que vous avez dit tous les deux et beaucoup de choses qui me donnaient un peu envie de réagir. Pour moi, l'aspect déterminant, c'est que les joueurs ont quand même une grosse pression sur eux. Ils savent que ça fait 3 ans d'affilée que l'équipe termine deuxième. Je l'ai dit en introduction, mais voilà. Là, ils savent qu'ils doivent gagner. Et finalement, la manière, elle passe au deuxième plan. Le contrôle, il passe au deuxième plan, même si, il y en a eu du contrôle dans ce match. Mais en tout cas, la créativité, l'envie de marquer des buts. On s'en fiche de gagner 5-0. On préfère, assurer et gagner 1-0 et fermer derrière et concéder le moins d'occasions possible. Euh, il y a une stat qui va dans ce sens que nous a envoyé Corentin qui disait on était à la 10e victoire cette saison avec un but d'écart. Je ne sais pas si vous avez vu quelle était la dernière fois qu'on avait gagné on a fait à ce stade de la compétition, on a gagné avec autant de fois avec un but d'écart. C'était en 2003-2004. 2003-2004, les Ouais, Invincibles. c'est ça. Donc voilà, pour moi, il y a cette dimension-là où on veut gagner on renonce peut-être à certains aspects du jeu, à une volonté d'aller marquer plus de buts parce que on est prêt à renoncer à ça pour en encaisser le moins possible. Donc il y a cette dimension-là qui entre en jeu. Ouais, donc du coup, il va falloir faire souffler dès que possible certains joueurs, et en commençant par le match de samedi, je vous le disais, je crois que 13h15, Mhm, si je ne me trompe 16h30. pas. Mansfield, qui est une équipe de D3, je euh, crois. Même Ligue championnat One, ouais. League One, ouais. même championnat que Wigan, pardon. Ouais, donc League One. Euh, Troisième division, l'équivalent du national en c'est France. ça. On est parti pour tout changer. Mansfield, Oui. 16e de League Ouais. One. On va dire ça équivaut à peu près en termes de points, ça équivaut plus ou moins à 4 points près à Wigan. Ouais. Voilà, pour montrer un petit peu je vais pas dire la valeur de l'adversaire parce qu'il faut les respecter, mais le côté, on va dire, faisable de la chose, même avec une équipe où tu fais jouer Calafiori, Lewis Kelly, Doman, Madueke, je sais pas, j'en passe. Kepa, Ouais, Kepa qui jouera forcément, c'est sûr. Euh, on, on met tout le monde au repos et on bricole un 11 et on espère passer. ouais. Bah ouais, complètement. Ça Là, peut il peut-être faut. paraître. Pardon, vas-y, vas-y.
Ouais, ouais, non. Et effectivement, il faut reposer, comme tu le disais, Zubimendi, il faut reposer Rice. Je pense que Saka aussi, il peut faire un tour en tribune. Ouais. Petit Voilà. ballon, hein, Ouais, avec un c'est petit ça. bol de chocolat chaud ou ce qu'ils veulent. Mais moi, franchement, ça va peut-être paraître pas beau et tout. Ça me parle de quadruplé, tout ça. Mais on sort samedi. Voilà, quoi. Non, Baptistou, tu peux pas dire ça. Non, Tu peux pas viser une saison, même tu peux pas viser un titre de PL et dire on sort au cinquième tour de FA Cup ouais, non, mais il y a une contre progression Mansfield, tu déjà. vois. Tu passais plus pendant 5 ans. Donc là, tu passais plus le premier tour pendant 5 ans. Là, t'es en huitième. Bien évidemment que j'aimerais qu'on passe et qu'on aille le plus loin possible. Mais voilà, je trouve que la FA Cup, c'est pas une priorité. T'as Leverkusen mardi. T'as Everton qui est troisième à l'extérieur. Everton, ça va être très très compliqué samedi prochain. Donc il faut un turnover à 100% pour moi. Est-ce qu'on a assez... Oui, il faut faire jouer les Salmon, des choses comme ça. Je veux dire, faut y aller, il faut leur donner du temps de jeu et puis et je pense qu'il faut un ou deux cadres et Nordgard, ça peut être un cadre dans cette équipe-là, quoi. Le mec qui va réguler, qui va aboyer, qui va replacer. Et puis ceux qui sont en délicatesse physique, je pense qu'ils ont aussi besoin d'avoir cette vingtaine de minutes de jeu pour rester un petit peu en activité. On va appeler ça un match d'entraînement, encore une fois, sans vouloir manquer de respect à Mansfield. Mais voilà, il va falloir faire soit tester des choses, peut-être tester Eze à gauche, j'en sais rien, mettre Gabriel Jesus en 10. Franchement, je m'en fous, mais il faut qu'on passe. Il faut qu'on passe et il faut qu'on se prépare pour le match finalement le plus important maintenant. Ça va être le huitième de finale aller en déplacement à Leverkusen, pardon, qui sera donc dans une semaine, jour pour jour, à une horaire euh, très avantageuse pour ceux qui font le podcast et qui veulent pas se coucher tard, c'est-à-dire 18h45. Euh, je crois qu'on a été assez exhaustif dans ce débrief. Et maintenant, Baptistou, on t'écoute. Sûr. Comment tu as eu cette photo avec Declan Rice? Explique-nous où Du pur c'était. hasard. Du pur hasard. Je Non, suis mais sorti dans les rues. t'as pas accès aux joueurs par pur hasard, Baptistou, ça n'existe pas. Comment t'as pu descendre dans le couloir? Eh ben, quand tu pars du stade, quoi, quand tu es positionné à un certain endroit dans le stade, bah, en fait, quand tu pars du stade, tu es obligé de descendre et tu descends par là où les joueurs sont passés. Et j'ai croisé que lui. Alors vraiment, j'en ai pas vu d'autres. J'ai eu vraiment de la chance que ce soit lui. Et j'ai demandé la photo. Mais il m'a fait yes, yes. Et il m'a tapé sur le torse. Ouah, top. Alors quand Baptistou il vous dit quand vous êtes placé à certains endroits du stade, Ouais. il parle d'une zone VIP à côté de Kroenke et quand il vous dit on descend l'escalier, en fait c'est l'ascenseur. C'est T'es allé à la coupe de champagne d'après-match. Non, non, j'ai été blacklisté de cet endroit-là. Mais non, non, pour descendre, je suis tombé sur lui qui signait des autographes derrière à l'entrée, où il y a le bus, en fait, là. Et assez incroyable là, quand même, hein. j'ai fait comme ça avec les doigts, et il m'a fait comme ça avec le pouce, donc je suis allé. Bah, officie parce que déjà la photo elle est clean. Alors on va pas la mettre sur les réseaux parce que ça reste quelque chose de très privé. Mais je veux dire, t'as pas de entre guillemets de garde de corps ou de vigile à proximité. Il y était, mais quand il a vu il faisait plusieurs photos avec d'autres gens aussi, il n'y avait pas que moi, et il a vu le vigile, il a laissé passer, quoi. Il a dit OK, OK, comme ça, il a fait 4 5 photos. En tout cas, Euh, grande classe, Baptistou. il a donné 3 4 maillots, je fais pas partie des 3 4 mais Tu lui as donné le tien? ouais, 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 ouais. Tu aurais dû lui faire un échange de maillots, tu sais, Il était trop content. Il a eu le mien, il s'est dit, waouh, avec écrit Baptisto derrière, numéro il a fait 41. tout Ça aurait été drôle. la classe quand même, quoi. Ça aurait été la Ouais, classe. non, mais en plus, il avait fait un gros match ce soir, bon, comme à l'accoutumée, hein, des Club Rice. Je pense que tu as clairement posé avec l'homme de la saison. Ça sera peut-être une photo historique dans 6 mois s'il va nous chercher un ballon d'or en gagnant Ligue des Champions, Première Ligue et Coupe du Monde avec l'Angleterre, mais on en est très, 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 très loin.
Ouais, je regardais si les notes étaient sorties parce que j'aurais bien aimé qu'on regarde ensemble. Elles ne le sont pas. Peut-être que la personne qui est responsable des notes, il a oublié. Peut-être, je sais pas. Moi, je voudrais faire un Euh, petit coucou au coach de Brighton ce soir. Lui faire un gros gros coucou, un gros bisou, parce qu'il a encore parlé en conférence de presse. Il a dit que ce soir, il n'y avait qu'une seule équipe qui avait joué, que lui, c'était un entraîneur beau jeu, etc. Ouais. Il a 36 ans, il Moi, pense que je ressens pas la haine envers lui que vous avez tous là ce ah, soir. c'est avant le match, il chauffe. Timber Hincapié, on fait des touches. Il est allé, il leur a dit des trucs à l'oreille et tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Arteta s'énerve, je pense, au bout d'un moment. J'ai cru lire sur la lèvre, parle pas à mes joueurs. Il a commencé à parler aux joueurs et tout. Là, en conférence de presse, il a dit il y a qu'une équipe qui a voulu gagner. Alors, certes, on fait un match kata, mais quand t'as jamais dépassé la 12e place avec Brighton en première ligue, ne te mets pas aussi Je fièrement. suis d'accord avec toi, mais ce qu'il avait dit aussi en quelques jours avant le match, il disait Arsenal, quand ils ont un coup franc ou quand ils ont un corner, ils mettent plus de minutes à le tirer, voire C'est même ce deux qu'il a fois dit deux. en conférence Et moi, d'avant-match. je suis entièrement d'accord avec lui. Même moi, en tant que supporter d'Arsenal, il y a des fois où je trouve ça insupportable. Ouais, mais je pense pas que ce soit. Enfin, surtout, je sais pas si on se rappelle la vidéo que font les Vols, quand l'espèce de vidéo, Hum. là, les 2-2, machin. En fait, Rice et Eze, ils s'accordent pas sur qui va tirer, quoi. Je trouve ça, sur cette action-là, par exemple, je trouve pas que ce soit une perte de temps Ouais, non, volontaire. mais c'est souvent, tu sais, Gabriel qui vient voir le tireur, qui lui Ouais, il lui dit explique les son joueurs. plan. Après, il va se placer, il va donner le plan à tous les joueurs. Et ensuite, on lève la main et ensuite on tire. Après, c'est à la ligue C'est de mettre des règles, hein. Là, pour le coup. entièrement d'accord. Non, on joue avec les règles. Des fois, elles sont borderline, mais c'est vrai que même moi, des fois, j'ai envie qu'on mette plus de rythme et que je me dis, waouh, c'est lent. Ou les touches. Des fois, on met, je trouve des fois les arbitres très, très patients. Enfin bref, je suis pas là pour défendre le coach de Brighton, mais juste pour dire que je ressentais pas cette hype de haine avant le match. Après, oui, effectivement, son attitude pendant le match a été assez exécrable. La Je vous première l'accorde. fois, le carton rouge de Rice, il a dit que l'expulsion de Rice, là, il y a un an au match aller. Mhm. Il a dit que c'était entièrement justifié, que c'était totalement normal, que Rice avait eu un comportement inapproprié. Enfin bref, c'est pas la première fois qu'il parle sur Arsenal, et je trouve pas ça. Je trouve que c'est un peu la mode en ce moment de tailler Arsenal, quoi. Corner FC, tout ça, c'est un peu une mode qui fait des clics, et je trouve pas que ce Et soit. oui, on s'attaque au futur champion de Première Ligue. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Ouais, Et, mais et même il, Slot, par exemple, pareil, Slot qui dit que la première ligue, c'est pas beau, mais bah, qui regarde les matchs de Conference League, parce que peut-être que l'année prochaine, il y sera, s'il veut s'amuser, je sais pas. Mais il faut arrêter de tout le temps. Non, Ça y mais est, c'est oh vrai. putain, on a lancé Baptistou, c'est Non, mais parti. c'est vrai. Mais c'est vrai, en fait, c'est la mode maintenant, et ça fait des clics de parler d'Arsenal. Toutes les confs de presse de ce week-end, là, enfin, des matchs de semaine, toutes les confs de presse, il y a eu au moins une question sur Arsenal. Liverpool, City, c'est le sujet. Et je trouve pas que ce soit vraiment le sujet, quoi. Que tout le monde se concentre sur son club et ses objectifs. et Faisons pour champion, et compléter, puis après, oui, dis-moi, Guillaume. pour compléter sur Hurtsler, là, on a l'info qu'il a déclaré en conférence de presse qu'il n'y avait qu'une équipe qui a essayé de jouer au football C'est ce ce que soir. Baptistou disait avant, ouais. Ouais, ouais, et qui serait jamais le type de manager qui voulait gagner de cette manière-là. Donc, je pense. Et Arteta a répondu sur Hurtsler qui se plaint. Quelle surprise. Donc, je pense que les deux Ah, s'aiment. on a peut-être une love story annoncée sur les années à venir en Première Ligue. Ça manque un peu de piquant sur le banc de touche. Ça pourrait être sympa à regarder dès la saison prochaine si les deux coachs sont toujours présents. Euh, on va retenir qu'on est premier de Première Ligue, messieurs. On va surtout retenir qu'on a 7 points d'avance sur Manchester City. On va retenir que Nottingham Forest, parce que moi dans mes flops, vous ne m'avez pas demandé, hein. Mais moi, si je dois mettre un flop et surtout des tops, moi, dans mes tops, je vous dirais que j'en ai deux des joueurs, hein. Ils s'appellent Gibbs White Hmm. et Henderson. Et il y a un troisième, c'est Murillo. Je vous invite à aller revoir la dernière action de Et City. elle est horrible. Cette action, Et- j'ai crié. C'est la seule fois de la soirée où j'ai crié, et c'était pas pour le match d'Arsenal. La dernière action pour City avec Silva qui a la balle de but, les mecs qui ont fait une défense mais héroïque. Franchement, merci à vous. Nottingham Forest, vous revenez à l'Emirates l'année prochaine avec le plus grand plaisir. Il y aura les petits fours, vous aurez les sièges chauffants.
Très dur pour eux quand même, mais Vous revenez quand vous voulez. Voilà. Donc, au niveau des bonnes nouvelles, voilà, je vous ai dit, on est top of the league avec 67 points. Un match d'avance sur City, bien évidemment, qui en compte 60. Donc aujourd'hui, on a 2 jokers, faut-il le dire. Et, parce que les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, Nottingham Forest revient à 1 point de Tottenham qui joue demain. Donc, je vous invite toutes et tous à regarder le match de Tottenham demain contre Crystal Palace. Crystal Palace, moi, c'est pas l'équipe qui me dérange. Au contraire, je vais être derrière cette équipe demain à 21h. Et parce que Crystal Palace, ils ont un petit peu chaud quand même. Ils sont que 14e. Donc, si on pouvait encore enfoncer un petit peu les Spurs, imaginez l'année où on fait champion, les Spurs qui descendent. et justement, est-ce qu'on serait content que les Spurs descendent? Alors oui, Ah là, mais moi complètement. Mais moi oui, mais complètement. Complètement. t'as plus Beau Derby qui souvent depuis quelques années nous offre 6 points. Ouais, mais on ira les jouer en coupe. En coupe Ouais, de, tu sais, la Coupe de Londres. moi c'est pas le truc qui me. Bon, bien sûr que t'es content quand ton rival s'effondre, mais je sais Ah pas. non, mais si, c'est Il y bien. a un bon côté à ce qui reste aussi. C'est bien parce que, oui, pour le North London Derby, ouais, bien sûr. Bah, on ira voir celui-là défi. Mais non, ça fera du bien parce que je pense honnêtement que quelle que soit la finalité de cette première ligue 2025-2026, et on espère tous que on sera champion, je pense d'ores et déjà que la saison 2026-2027, elle va être vénère. Parce que je pense que Liverpool, la naissance, ça va remonter. Manchester United, il est en train de se passer un truc, à voir s'ils sont capables de De se faire du saboter tout seuls. Ouais, mais il y a quelque chose. Ils sont quand même 3e du d'accord. classement. Villa, qui fait toujours un bon début de saison, mais qui s'écroule en décembre. Il y a peut-être un moment donné, ils vont commencer à s'écrouler plutôt en février ou en mars. T'as Chelsea, Rosenior, rappelons qu'il a perdu aucun match à part contre Arsenal. Donc, il y a quand même quelque chose. J'ai l'impression que le fameux Big Six de la Première Ligue, on va quand même le retrouver parce que, mine de rien, au classement, quand on regarde le classement de la PL ce soir, il y a quand même 2 équipes qui se détachent quand même assez fortement, assez facilement. Aujourd'hui, Arsenal, alors avec un match d'avance, je vous l'accorde, c'est 16 points d'avance sur le troisième, quoi. Je sais pas si on se Ouais, rend compte. c'est énorme. Ou on va dire que le deuxième, City, avec le même nombre de matchs, a 9 points d'avance sur le troisième. Il y a un gouffre. Et j'ai l'impression, moi, que ça va se resserrer un petit peu et que donc, du coup, voilà. Mais on va déjà gagner cette première ligue-là. On ira faire la fête. Et puis voilà. On va inviter nos auditeurs à aller consulter notre site internet, bien évidemment, à aller regarder un petit peu ce qui se passe sur les réseaux. Il y a toujours des informations d'après-match. Saluer également Barthélémy, qui a eu l'énorme courage d'assurer le CM ce soir et qui a également dû frôler à peu près l'AVC 30 fois ce soir parce qu'il a mis de ses posts qui étaient juste hilarants, mais je pense qu'il ne savait pas quoi dire. Donc, big up à toi, Barthélémy, parce que c'était pas évident. Et bien évidemment, nos éditeurs et auditrices, n'oubliez pas la fameuse monétisation. Non, j'en parle, j'en plaisante, mais honnêtement, on gagne que dalle. J'espère que ça viendra un jour, mais n'hésitez pas à commenter. Encore une fois, je le répète et ça se vérifie sur YouTube ou sur Spotify. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous apporter vos commentaires, vos avis. Que vous soyez d'accord ou non, qui sont de plus en plus argumentés. Donc c'est toujours un énorme plaisir de vous répondre. Donc voilà, donc on attend vos commentaires dès aujourd'hui ou dès le moment où vous aurez écouté. Baptistou, j'espère que cette première t'aura plu. Merci à toi dans ta chambre d'hôtel. Voilà, on va dire. Ici, on dit tout, tu vois, comme dit. Voilà. Guillaume, j'espère que Iris va te laisser dormir parce que du coup, tu as dû perdre quelques heures de sommeil. Et puis, on se retrouve dès samedi pour Coup de Canon dans un nouveau débrief. On débriefera du 5e tour de FA Cup. En attendant, portez-vous bien. On vous embrasse tous, bien évidemment. Et plus que jamais, Common Gunners. Ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.